200 guerriers Comanches ne débarquent pas dans votre grange par hasard, ils viennent pour se venger, pour rendre justice ou pour faire la guerre, et Thaddeus Bear Malisté était sur le point de découvrir de quoi il s'agissait, mais revenons au début de l'histoire, 24 heures plus tôt. Le fils du Texas frappait sans pitié le ranch de Bear, quelque part entre Amarillo et nulle part, lorsqu'il aperçut pour la première fois la petite silhouette qui titubait sur sa propriété. À 34 ans, Bear avait connu beaucoup d'ennuis au cours de ses années passées à s'occuper du bétail, mais quelque chose semblait différent, anormal, ce matin-là. Il était en train de réparer un poteau de clôture cassé près du ruisseau lorsqu'un mouvement attira son attention. Un enfant qui ne devait pas avoir plus de 8 ou 9 ans marchait en zigzagant de manière instable vers sa source d'eau. Les portait des vêtements traditionnels amérindiens déchirés qui avaient connu des jours meilleurs. Même de loin, Bear pouvait voir à quel point la faim rendait chaque pas difficile. La plupart des éleveurs de la région auraient d'abord saisi leurs fusils et posé des questions ensuite. Les relations entre les colons et les tribus Comanches locales étaient tendues depuis des années, les raids et les contre-raids mettant tout le monde sur les nerfs. Mais Bear avait toujours été différent, peut-être trop différent pour son propre bien. Il posa ses outils et marcha lentement vers l'enfant, les mains bien visibles et les mouvements délibérés. En s'approchant, il vit qu'il s'agissait d'une jeune fille aux yeux sombres trop grands pour son visage émacié, aux lèvres gercées par la déshydratation. Elle le regarda avec un mélange de peur et de désespoir qui le frappa comme un coup de poing dans le ventre. La fille parla rapidement en comanche, une langue qu'il ne comprenait pas, mais son message était clair, elle mourait de faim, elle n'avait peut-être pas mangé depuis des jours. Ses petites mains indiquèrent sa bouche puis le ruisseau, un langage universel du besoin qui transcendait toutes les barrières culturelles. Bear pensa à ses voisins, à ce qu'ils diraient s'ils le voyaient aider une enfant comanche. Il pensa aux avertissements qu'il avait entendus en ville au sujet des tensions récentes avec les tribus. Il réfléchit à la chose intelligente à faire, à la chose sûre à faire, puis il regarda à nouveau ses yeux désespérés et prit la décision qui allait tout changer. Sans un mot, Bear prit la fillette dans ses bras. Elle ne pesait presque rien et il la porta vers sa cabane. Elle ne résista pas, trop faible pour se battre, même si elle l'avait voulu. En marchant, il pouvait sentir son petit corps trembler, que ce soit de peur, de faim ou des deux. Il ne pouvait pas le dire. Dans sa modeste cabane, Bear l'assit doucement sur sa seule chaise et se dépêcha de préparer à manger. Il avait des restes de ragoût de la veille, encore chaud sur la cuisinière, et du pain frais qu'il avait cuit le matin même. L'odeur de la nourriture sembla raviver légèrement la fillette et, pour la première fois, il vit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir briller dans ses yeux. Alors qu'il versait le ragoût dans un bol, Bear aperçut quelque chose qui lui glaça le sang. Autour du cou de la fillette, partiellement caché par ses vêtements déchirés, se trouvait un collier distinctif, avec des perles et des motifs complexes qu'il avait déjà vus. Son voisin, le vieux Pet Morrison, lui avait décrit ces mêmes motifs la semaine dernière. Il s'agissait des perles cérémonielles portées par la famille du chef White Bull, le plus puissant chef Comanche de la région. La main de Bear s'est figée à mi-chemin alors qu'il lui tendait le bol. Si cette fille était bien celle qu'il pensait, il n'aidait pas seulement une enfant affamée, il hébergeait la fille de l'homme qui pouvait lui envoyer 200 guerriers sans sourciller. Mais il était trop tard pour changer d'avis. La fille tendait déjà la main vers la nourriture, les mains tremblantes, et Bear pas se résoudre à la renvoyer. Il lui tendit le bol et la regarda manger avec l'appétit désespéré de quelqu'un qui n'avait pas vu de nourriture depuis des jours. Ce que Bear ignorait, c'est qu'à 30 kilomètres de là, un groupe de recherche Comanche venait de trouver la trace de la jeune fille menant directement à son ranch, et que le chef White Bull lui-même chevauchait en tête de ce groupe, le visage masqué par la fureur et le chagrin. Ce qui ne présageait rien de bon pour celui qui avait enlevé sa fille. La jeune fille finit de manger et leva les yeux vers Bear avec quelque chose qui ressemblait à de la gratitude, mais alors que les ombres de l'après-midi commençaient à s'allonger sur sa propriété, Bear ne pouvait se défaire du sentiment qu'il venait de faire soit la meilleure décision de sa vie ou la dernière qu'il prendrait jamais. La petite fille s'endormit dans le fauteuil de Bear en moins d'une heure, l'épuisement finissant par avoir raison de son petit corps. Bear la couvrit de sa seule couverture et tenta de se convaincre qu'il avait fait le bon choix, mais à l'approche du soir, cette conviction commença à s'effriter. Le bruit des sabots sur la route de terre lui donna des sueurs froides. Bear regarda par la fenêtre et vit son voisin Cletus Hartwell galoper vers sa cabane avec deux autres hommes que Bear reconnut comme étant le shérif adjoint Jake Morrison et le pasteur local, le révérend Thomas. Bear sortit avant qu'il ne puisse descendre de cheval, espérant qu'il parlerait à voix basse pour ne pas réveiller la jeune fille, mais Cletus criait déjà avant même que son cheval ne s'était complètement arrêté. « Bear, espèce d'imbécile, à quoi penses-tu ?
Le visage de Clétus était rouge de colère et de quelque chose qui ressemblait à de la peur. Morrison dit qu'il a vu des signaux de fumée provenant des collines cet après-midi. Les Comanches cherchent quelque chose ou quelqu'un. L'adjoint Morrison acquiesça d'un air sombre. Mon père a envoyé un message depuis la ville. La fille du chef White Bull a disparu il y a 3 jours pendant une partie de chasse. On dit qu'elle s'est éloignée et s'est perdue dans une tempête. Il fit une pause, étudiant attentivement le visage de Bear. Vous ne sauriez pas, par hasard, où se trouve une fille Comanche disparue? Bear sentit sa gorge s'assécher. Le plus intelligent aurait été de mentir pour les renvoyer et de se débrouiller seul, mais ces hommes étaient ses voisins depuis des années et, malgré leurs défauts, ils étaient là par souci sincère. Elle est à l'intérieur, dit Bear doucement. À moitié affamée et épuisée. Je ne pouvais pas la laisser mourir. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le révérend Thomas fut le premier à parler, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Oh mon garçon, as-tu la moindre idée de ce que tu as fait? J'ai aidé une enfant affamée, répondit Bear, mais même en prononçant ces mots, il se rendait compte à quel point cela semblait naïf. Clétus se mit à faire les 100 pas en se passant les mains dans les cheveux. Ils vont penser que tu l'as enlevé. Bon sang, ils le pensent probablement déjà. White Bull est connu pour avoir rasé des villages entiers pour moins que ça. L'adjoint Morrison reculait déjà vers son cheval. Je dois signaler ça, Bear. C'est mon devoir. Mais je te laisse une longueur d'avance. Ramène-la chez les siens avant qu'ils ne te trouvent ici dans le noir. Bear demanda, elle peut à peine marcher. Et comment suis-je censé m'approcher d'un camp Comanche sans me faire transpercer de flèches? C'est ton problème maintenant, dit Morrison en montant sur son cheval. Je vais en ville pour avertir tout le monde. Si White Bull décide de faire de toi un exemple, il ne s'arrêtera peut-être pas à ton ranch. Alors que les 3 hommes s'éloignaient, Bear resta seul dans l'obscurité grandissante, écoutant la respirer doucement à l'intérieur de la cabane. Il songea à sceller son cheval et à essayer de trouver le camp Comanche, mais il savait que c'était suicidaire. Il songea à la charger dans son chariot et à essayer d'atteindre la ville la plus proche, mais cela ne ferait qu'empirer les choses. La vérité était qu'il n'y avait pas de bonne issue à cette situation, toutes les options menaient au même endroit, une confrontation avec l'un des chefs de guerre les plus redoutés du Texas. Comme si ses pensées l'avaient invoqué, un nouveau son flottait à travers les plaines, le rythme lointain des tambours de guerre qui se rapprochaient à chaque minute qui passait. Le sang de Bear se glaça. Il n'attendait pas le matin, les Comanches arrivaient cette nuit. Bear se précipita dans la cabane, l'esprit en ébullition. Les tambours de guerre devenaient de plus en plus forts et il pouvait désormais distinguer les battements individuels du rythme, lent, méthodique et absolument terrifiant. Ce n'est pas le bruit chaotique d'une bande de pillards, c'était quelque chose de bien plus organisé et infiniment plus dangereux. La jeune fille remua dans son fauteuil, réveillée par le son des tambours. Elle ouvrit grand les yeux et, pour la première fois depuis qu'il l'avait trouvée, Bear vit la reconnaissance passer sur son visage. Elle comprenait mieux que lui ce que signifiaient ces tambours. Elle parla rapidement en comanche, pointant vers la porte, puis vers elle-même. Même sans comprendre les mots, Bear pouvait voir la panique dans ses mouvements. Elle essayait de lui dire quelque chose d'important, mais la barrière de la langue rendait la communication impossible. Bear s'agenouilla à côté de sa chaise et parla aussi calmement qu'il le pouvait. « Je sais que tu ne peux pas me comprendre, petite, mais j'essaie de t'aider. Ces tambours, ces-on des gens viennent te chercher, n'est-ce pas ?» La jeune fille acquiesça vigoureusement, puis attrapa la chemise de Bear et le tira vers la fenêtre. Elle pointa du doigt l'extérieur et leva les 2 mains, ouvrant et fermant les doigts à plusieurs reprises. Bear compta en suivant ses mouvements, 10, 20, 30. Elle continua jusqu'à ce qu'elle ait compté ce qui semblait être 200. Les jambes de Bear se dérobèrent sous lui. 200 guerriers. Il espérait peut-être une douzaine de braves en colère avec lesquels il pourrait raisonner d'une manière ou d'une autre, mais 200, c'était assez pour raser tous les ranchs dans un rayon de 50 mètres. Les tambours s'arrêtèrent soudainement et le silence qui suivit était en quelque sorte pire que le bruit. Bear se dirigea vers la fenêtre et scruta l'obscurité. Au début, il ne vit rien, puis, comme des fantômes se matérialisant dans la nuit, il commença à distinguer des formes se déplaçant sur sa propriété. Ils arrivaient en formation parfaite, des guerriers à cheval répartis en un large demi-cercle qui se resserrait lentement autour de sa cabane. Même au clair de lune, Bear pouvait voir la peinture de guerre sur leur visage, les plumes dans leurs cheveux, les armes dans leurs mains. Ce n'étaient pas des hommes venus négocier.
La jeune fille tira à nouveau sur la manche de Bear, cette fois en faisant un geste vers elle-même, puis vers la porte. Elle voulait aller vers eux, mais Bear ne savait pas si cela aiderait ou aggraverait la situation. Et s'il pensait qu'il lui avait fait du mal? Et s'il ne croyait pas qu'elle était venue de son plein gré? Une seule voix s'éleva dans l'obscurité, parlant anglais avec un fort accent mais d'une clarté parfaite. Homme blanc, nous savons que tu as pris quelque chose qui nous appartient. Envoie-nous la fille et tu vivras peut-être pour voir le deuil. La bouche de Bear s'assécha. Cette voix dégageait une autorité absolue. Ce devait être le chef White Bull en personne. Bear avait entendu des histoires sur cet homme, sur la façon dont il avait uni plusieurs tribus sous son leadership, sur le fait qu'il n'avait jamais perdu une bataille contre la cavalerie. Et maintenant, Bear était sur le point de l'affronter à travers le canon d'une conversation qui pourrait se terminer par la mort de tout le monde. Bear s'avança vers la porte, mais la fille lui saisit le bras avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi petit. Elle secoua frénétiquement la tête et se désigna elle-même, puis fit un geste sur sa gorge. Elle essayait de l'avertir de quelque chose, mais quoi? Puis cela le frappa comme un éclair, la fille n'était pas seulement la fille du chef, elle était la fille unique du chef. Dans la culture comanche, cela la rendait inestimable, non seulement pour sa famille, mais aussi pour l'avenir de la lignée. Si quelque chose lui était arrivé pendant qu'elle était sous la garde de Bear, même si ce n'était pas de sa faute, White Bull n'aurait d'autre choix que de faire de lui un exemple que les autres colons n'oublieraient jamais. Bear réalisa avec une horreur grandissante que sauver la vie de la jeune fille, mais qu'il devait maintenant prouver à 200 guerriers armés qu'il l'avait sauvée et non kidnappée. Il avait environ 30 secondes pour trouver comment s'y prendre avant que le chef White Bull ne perde patience et ne transforme le ranch de Bear en champ de bataille. Bear prit la décision la plus difficile de sa vie. Il ouvrit la porte de la cabane et sortit, les mains en l'air, la jeune fille le suivant de près. Le spectacle qui s'offrit à lui était tout droit sorti de ses pires cauchemars. 200 guerriers comanches étaient assis immobiles sur leurs chevaux, formant un cercle parfait autour de sa propriété. Leurs peintures de guerre brillaient au clair de lune et toutes leurs armes étaient pointées directement sur lui. À l'avant de la formation se trouvait un homme qui ne pouvait être que le chef White Bull, massif et imposant, avec des mèches argentées dans ses longs cheveux noirs et des yeux qui semblaient brûler d'une fureur à peine contenue. La jeune fille courut vers son père en criant en comanche, mais au lieu des retrouvailles joyeuses auxquelles Bear s'attendait, l'expression de White Bull s'assombrit encore davantage. Le chef mit pied à terre et s'agenouilla à côté de sa fille, l'examinant attentivement tandis qu'elle parlait rapidement en faisant des gestes en direction de Bear dans la cabane. Bear ne comprenait pas les mots, mais il pouvait lire le langage corporel du chef. Chaque muscle du corps de White Bull était tendu comme un ressort prêt à exploser de violence. Quoi que la jeune fille lui dise, cela n'améliorait pas la situation. Finalement, White Bull se leva et marcha vers Bear d'un pas lent et délibéré. Les autres guerriers restèrent à cheval, mais déplacèrent leurs armes, ce mouvement subtil créant un bruit semblable à celui de serpents à sonnette prêts à frapper. « Ma fille m'a dit que tu l'avais nourrie », dit White Bull dans un anglais. Précise et froide, elle m'a dit que tu lui avais donné refuge. Il s'arrêta juste hors de portée, assez près pour que Bear puisse voir les cicatrices complexes sur la poitrine du chef, marque d'innombrables batailles gagnées et d'ennemis vaincus. « Oui », répondit Bear, d'une voix plus assurée qu'il ne se sentait. Elle mourait de faim, je ne pouvais pas laisser mourir une enfant. White Bull l'étudia longuement. Elle me dit aussi que vous avez vu les perles sacrées de notre famille autour de son cou. Vous saviez qui elle était, mais vous ne nous l'avez pas immédiatement rendue. Bear, le cœur de Bear se serra. C'était donc ça, le moment où tout avait mal tourné. J'allais la ramener le lendemain matin, elle était trop faible pour voyager de nuit, dit White Bull. Ou peut-être pensais-tu la garder comme trophée pour nous la revendre contre du bétail, des chevaux ou un passage sur à travers nos terres. L'accusation flottait dans l'air comme la fumée d'un enterrement. Bear pouvait sentir le poids de 200 paires d'yeux posés sur lui, les guerriers attendant le signal de leur chef signal pour transformer cette conversation en massacre. Ce n'est pas vrai, dit Ours. Je n'ai jamais rien voulu de vous. Je ne pouvais simplement pas regarder un enfant souffrir. Si vous étiez Ours, que feriez-vous? Vous jetteriez-vous à la merci d'un chef de guerre qui n'a jamais fait preuve de pitié envers aucun homme blanc, ou resteriez-vous sur vos positions et défendriez-vous vos actions, même si cela signifiait une mort certaine? Dites-le-moi dans les commentaires, j'ai besoin de savoir de quel côté vous choisissez, car la décision que Bear allait prendre déterminerait si le soleil se lèverait sur la paix ou sur une guerre qui consumerait tout le territoire. White Bull leva la main et tous les guerriers bandèrent leur arc à l'unisson. Le bruit de 200 flèches tirées en même temps ressemblait à la mort elle-même prenant une inspiration.
Vous prouverez vos paroles, dit le chef calmement, ou vous mourrez ici même. L'esprit de Bear s'emballa tandis qu'il fixait les 200 pointes de flèches scintillant au clair de lune. Comment prouver sa bonté à un homme qui n'a vu que le mal chez les siens? Puis l'inspiration le frappa comme un éclair. Votre fille portait ceci quand je l'ai trouvée, dit Bear en fouillant lentement dans sa poche. Tous les guerriers se raidirent, mais il en sortit un petit morceau de tissu déchiré, provenant des vêtements de la jeune fille, qui s'était accrochée à son poteau de clôture. Je l'ai gardé parce que j'ai pensé que vous voudriez une preuve que je ne lui avais pas fait de mal. White Bull examina le tissu, une lueur de reconnaissance dans les yeux. Il provenait bien de la robe de cérémonie de sa fille, celle qu'elle portait lorsqu'elle a disparu. Elle est venue à ma source d'eau, continua Bear d'une voix plus forte. J'aurais pu la chasser, j'aurais pu la tuer comme une intruse, mais au lieu de cela, je l'ai portée jusqu'à ma maison, je lui ai donné ma propre nourriture, ma propre couverture, sans rien demander en retour. La jeune fille prit soudain la parole, tirant sur le bras de son père et en montrant la cabane. Elle courut vers la porte et lui fit signe de la suivre. Perplexe mais curieux, White Bull fit signe à Bear de les accompagner à l'intérieur. Dans la cabane, la jeune fille montra la chaise où elle avait dormi, puis le bol vide dans lequel Bear lui avait servi son ragoût. Elle mima le fait de manger, puis de dormir, puis elle montra Bear et lui sourit, le premier sourire sincère qu'il lui ait vu adresser. Mais l'attention de White Bull était concentrée sur toute autre chose. Sur la table se trouvait une petite photo tirée sur papier, représentant sa propre famille, sa femme et son jeune fils, tous deux tués lors d'une épidémie de chalra 3 ans auparavant. La photo était usée à force d'avoir été manipulée, entourée de fleurs sauvages séchées que Bear remplaçait chaque semaine. Vous avez aussi perdu des enfants, dit White Bull doucement, et pour la première fois, sa voix ne trahissait pas de colère. Mon fils avait à peu près son âge, répondit Bear, la gorge serrée. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas pu la renvoyer. White Bull prit la photo et examina les visages de la famille disparue de Bear. À l'extérieur, les guerriers maintenaient leur position, mais quelque chose avait changé dans l'atmosphère. La fillette continuait à bavarder en comanche, racontant apparemment à son père en détail comment Bear avait pris soin d'elle. Là elle dit, tu aurais pu profiter de la situation. White Bull traduisit, un homme blanc seul avec une enfant comanche, tu aurais pu demander une rançon, tu aurais pu l'utiliser comme protection, mais au lieu de cela, tu l'as simplement nourri et laissé se reposer. Bear acquiesça, je n'ai rien contre ton peuple, chef, je travaille simplement ma terre et j'essaie de vivre en paix. White Bull resta silencieux pendant un long moment, tenant toujours la photo. Il finit par prononcer ces mots qui surprirent tout le monde, y compris sa propre fille, mais Guerrier s'attendait à trouver un ravisseur ce soir. Il s'attendait à réduire cet endroit en cendres et à ramener ton scalp comme preuve de notre justice. Il posa délicatement la photo. Au lieu de cela, nous avons trouvé un homme qui a fait preuve de gentillesse envers un enfant qui aurait pu être son ennemi. Bear sentit l'espoir naître dans sa poitrine, mais il pouvait également entendre des mouvements agités à l'extérieur. 200 guerriers étaient venus ici pour verser le sang et leur chef parlait de gentillesse. Ce genre de déception pouvait rapidement se transformer en une autre forme de violence, mais il y a toujours un problème, continua White Bull, et l'espoir de Bear s'effondra. Mes guerriers ne peuvent pas revenir les mains vides. Ils ne peuvent pas dire à leurs femmes et à leurs enfants que nous sommes partis pour punir un crime et que nous sommes revenus avec rien d'autre que des mots. Le sang de Bear se glaça. Que dites-vous? Je dis que même si vous n'aviez pas de mauvaises intentions, vous avez créé une situation qui exige une résolution. Mon peuple attendait justice ce soir, et s'il ne l'obtient pas l'obtienne pas, dit White Bull en montrant la porte d'où provenaient des voix de plus en plus agitées. Certains de mes jeunes guerriers pensent que tout homme blanc qui touche un enfant comanche, pour quelque raison que ce soit, doit en payer le prix. Ils pensent que je suis faible parce que je préfère discuter plutôt que me battre. Dehors, quelqu'un cria en comanche et d'autres voix se joignirent à lui. Bear ne comprenait pas les mots, mais le ton était sans équivoque, il réclamait du sang. Si vous appréciez cette histoire, cliquez sur le bouton « S'abonner », car ce qui va se passer ensuite déterminera tout. White Bull le regarda droit dans les yeux. Il n'y a qu'un seul moyen de satisfaire à la fois la justice et l'honneur ce soir, mais cela exigera de vous quelque chose qui pourrait être plus difficile que de mourir. Broken Arrow se plaça directement sur le chemin de White Bull, le visage balafré déformé par la rage. Il parla rapidement en comanche, sa voix s'élevant à chaque mot, et Bear n'eut pas besoin de traduction pour comprendre le défi qui lui était lancé. La réponse de White Bull fut calme mais ferme, et Bear regarda les deux hommes s'affronter, le chef contre le guerrier,
l'autorité contre la colère alimentée par le chagrin. La jeune fille se blottit contre Bear et il pouvait la sentir trembler. D'autres guerriers commencèrent à choisir leur camp, certains se plaçant derrière Broken Arrow, d'autres restant fidèles à leur chef. La discipline prudente qui avait marqué leur arrivée commençait à se fissurer et Bear réalisa qu'il était témoin de quelque chose qui pourrait diviser la tribu. Broken Arrow pointa sa lance vers Bear et cria quelque chose qui fit hocher la tête à plusieurs guerriers en signe d'accord. White Bull serra les mâchoires et lorsqu'il reprit la parole, sa voix avait le ton indubitable d'un dernier avertissement, mais Broken Arrow ne recula pas. Il fit un pas en avant, suffisamment proche pour que la pointe de sa lance touche presque la poitrine de White Bull. Le défi était clair, suivre les anciennes coutumes du sang pour le sang ou être considéré comme faible par les jeunes guerriers. C'est alors que la jeune fille fit quelque chose que personne n'attendait, elle s'interposa entre les deux hommes et se mit à parler dans un comanche rapide et passionné. Sa jeune voix trancha la tension comme un couteau, et Bear vit l'expression de Broken Arrow passer de la rage à la confusion, puis à quelque chose qui ressemblait à de la honte. White Bull traduisit doucement, elle leur raconte exactement ce qui s'est passé, comment elle s'est perdue dans la tempête, comment elle a erré pendant des jours sans nourriture ni eau, comment elle s'attendait à mourir seule dans la prairie jusqu'à ce que vous la trouviez. La jeune fille continua, sa voix devenant plus forte à chaque mot. Elle désigna Bear, puis elle-même, puis son esprit, manger et dormir. Elle racontait l'histoire de son sauvetage, et même les guerriers qui soutenaient Broken Arrow écoutaient maintenant. Elle leur parle de votre photo de famille, continua White Bull, de la tristesse qu'elle a vue dans vos yeux lorsque vous l'avez regardée. Elle dit que vous l'avez aidée parce que vous compreniez la perte, pas parce que vous vouliez faire du mal à notre peuple. Broken Arrow baissa légèrement sa lance, mais son visage montrait toujours du doute. Il reprit la parole, s'adressant cette fois directement à la jeune fille. Bear comprit un mot, oisichu, le terme comanche pour désigner un homme blanc, et qui n'est pas amical. La jeune fille répondit immédiatement et avec férocité, elle s'approcha de Broken Arrow et lui parla avec une telle intensité que plusieurs guerriers reculèrent. Quoi qu'elle dise, cela avait un impact. Elle lui demandait s'il avait des enfants. White Bull traduisit, la surprise évidente dans sa voix. Elle lui demandait ce qu'il voudrait qu'un étranger fasse si son enfant mourait de faim dans la nature sauvage. La lance de Broken Arrow tomba à ses côtés. La jeune fille n'avait pas fini. Pas fini. Elle continua à parler, s'adressant désormais à tous les guerriers qui les entouraient. Bear pouvait voir l'effet que ses paroles avaient sur la foule, dont les visages sévères commençaient à s'adoucir. Elle leur disait que les juger pour leur gentillesse ne les rendait pas meilleurs que les soldats qui tuaient sans poser de questions. Elle disait que s'ils punissaient la miséricorde, ils deviendraient les monstres que les Blancs croyaient qu'ils étaient. Le silence qui suivit était assourdissant. 200 guerriers restèrent immobiles, assimilant les paroles d'une fillette de 8 qui venait de remettre en question leurs convictions les plus profondes sur la justice et la vengeance. Finalement, Broken Arrow prit la parole d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. White Bull traduisit lentement, il dit que peut-être l'esprit a envoyé à son frère un professeur plutôt qu'un ennemi. Il dit que parfois, la sagesse vient des voix les plus discrètes. Bear sentit quelque chose changer dans l'atmosphère qui les entourait. La tension n'avait pas disparu, mais elle s'était transformée en quelque chose d'autre, peut-être de l'incertitude ou le début d'une compréhension. White Bull regarda Bear avec ce qui disparut, mais elle s'était transformée en quelque chose d'autre, peut-être de l'incertitude ou le début d'une compréhension. White Bull regarda Bear avec ce qui pouvait être du respect. Ma fille venait de faire quelque chose de remarquable. Elle avait transformé une réunion de guerre en une réunion du conseil. Mais maintenant venait la partie la plus difficile. Ce que maintenant, tu dois leur prouver que sa foi en toi était justifiée. Ce soir, dans notre village, devant les anciens qui ont passé toute leur vie à haïr ton peuple. White Bull fit un geste vers son cheval. Es-tu prêt à parier ta vie sur la parole d'une enfant? Bear baissa les yeux vers la jeune fille qui le regardait avec ces mêmes yeux désespérés qui avaient déclenché toute cette épreuve, mais cette fois, il comprit qu'elle suppliait pas son aide, mais lui offrait la sienne, et cela changeait tout. Le trajet jusqu'au village Comanche dura 3 heures à travers un terrain que Bear n'avait jamais vu auparavant, des canyons cachés et des chemins secrets que son peuple n'avait jamais découverts. À l'approche du camp, Bear pouvait voir des dizaines de feux scintiller dans l'obscurité et entendre le murmure des voix alors que la nouvelle de leur arrivée se répandait. Le conseil tribal se réunit immédiatement malgré leur tardive. Cet ancien était assis en demi-cercle autour d'un feu central, leur visage buriné grave dans les ombres dansantes. Bear se tenait au centre, parfaitement conscient qu'il était probablement le premier homme blanc à entrer dans cet espace sacré et à survivre pour en parler.
White Bull prit la parole en premier, expliquant les circonstances du sauvetage de sa fille puis vint Broken Arrow qui, malgré son changement d'avis, continuait à plaider en faveur de la justice traditionnelle. Le débat se poursuivit en Comanche pendant ce qui sembla être des heures, Bear ne comprenant rien, sauf les gestes occasionnels dans sa direction. Finalement, la jeune fille s'avança à nouveau, cette fois-ci d'une voix calme et posée, mais ses mots étaient empreints d'une conviction absolue. Elle parla pendant près de 10 minutes sans jamais détourner le regard des visages des anciens. Lorsqu'elle eut terminé, le plus ancien membre du conseil, un vieil homme aux cheveux complètement blancs lui posa une seule question. Sa réponse fut immédiate et sans hésitation. White Bull se tourna vers Bear et lui demanda si elle croyait vraiment qu'elle risquerait à nouveau sa vie pour sauver un enfant Comanche, sachant ce que cela pourrait lui coûter. Elle répondit oui sans hésitation. Les anciens se concertèrent à voix basse. Le cœur de Bear battait à tout rompre tandis qu'il attendait leur décision, sachant que les prochains instants détermineraient s'il vivrait ou mourrait. Elle se leva lentement, ses articulations craquant sous le poids des ans. Quand il prit la parole, sa voix portait l'autorité de décennies de sagesse. White Bull traduisit ces paroles, « Les esprits nous ont envoyé une épreuve ce soir, non pas pour tester notre capacité à faire la guerre, mais notre capacité à reconnaître quand la miséricorde mérite la miséricorde en retour. » Bear sentit ses genoux fléchir sous le poids du soulagement, mais l'ancien n'avait pas fini. « Tu auras le droit de rentrer chez toi en toute sécurité, terre, mais plus que cela, vous bénéficierez de la protection de notre tribu. Tout Comanche qui vous fera du mal ou endommagera vos biens devra répondre devant ce conseil. » Bear pouvait à peine parler. « Je ne sais pas quoi dire. » « Il y a une condition, » poursuivit le vieil homme par l'intermédiaire de White Bull. « Vous devez promettre que si l'un ne sait pas quoi dire. » « Il y a une condition, » poursuivit le vieil homme par l'intermédiaire de White Bull. « Vous devez promettre que si l'un des nôtres vient vous trouver dans le besoin, affamé, blessé ou perdu, vous lui témoignerez la même gentillesse que vous avez témoigné à cet enfant. »« Je vous le promets, » dit Bear sans hésiter. Ce qui se passa ensuite surprit tout le monde. La jeune fille courut vers Bear et le serra fort dans ses bras, parlant pour la première fois dans un anglais approximatif, « Merci de m'avoir sauvé, maintenant je vous sauve. » À l'aube, Bear retourna à son ranch avec une escorte d'honneur au lieu d'un groupe de guerriers. Les deux cultures qui étaient au bord de la violence avaient trouvé un pont sous la forme d'un simple acte de gentillesse de la part d'un cow-boy. Le ranch de Bear devint un terrain neutre où les Comanches et les colons pouvaient se rencontrer en toute sécurité. Il ne devint jamais riche, ni célèbre, mais il vécut le reste de sa vie en sachant que parfois, les plus petits actes de miséricorde peuvent empêcher les plus grandes tragédies. Chaque année, à la date anniversaire de cette nuit-là, une jeune femme Comanche, qui n'était plus une enfant affamée mais un membre respecté de sa tribu, rendait visite à Bear pour partager un repas et se souvenir du moment où deux mondes ont choisi la compréhension plutôt que la guerre. La fille qui avait autrefois mendié de la nourriture est devenue traductrice et pacificatrice entre les tribus et les colons. Bear a vécu jusqu'à l'âge de 73 ans, mourant paisiblement dans son sommeil, entouré d'amis des deux cultures qui avaient appris que le courage ne consiste pas toujours à se battre, mais parfois à savoir quand nourrir un enfant affamé. Si vous aimez ces incroyables histoires vraies du Far West, cliquez sur le bouton « S'abonner » car nous avons encore beaucoup d'autres récits de courage, de conflits et de héros inattendus qui vous attendent. Cliquez sur la vidéo à l'écran pour découvrir une histoire encore plus belle que celle-ci, avec un rebondissement si puissant que vous ne l'oublierez pas de sitôt. Cliquez sur la vidéo.